Ignorer l'importance économique, sociale et culturelle des anglophones sur notre territoire. Aujourd'hui, à l'émission « Et si Quaticook m'était compté », nous constaterons l'impact qu'a eu ces gens sur notre ville. Marchands, commerçants, industriels, agriculteurs, philanthropes, hommes d'affaires, plusieurs anglophones ont contribué au développement de la ville de Quaticook. L'Hôtel Queen est un bâtiment en briques qui est situé sur les terrains actuels du Musée Bond de Quaticook. L'édifice aurait été construit par Henry Richardson et ce n'est qu'après décembre 1863 que ce même édifice serait devenu un hôtel. Celui-ci est érigé à cet endroit pour des raisons bien précises, entre autres pour la proximité de la gare qui relie Quaticook à Montréal à cette époque. L'Hôtel Queen est la proie des flammes en 1897 et ne sera jamais reconstruit. La présence anglophone a commencé avant qu'il y avait un Quaticook, avant qu'il y avait un Canada. Les premiers anglophones sont arrivés dans la région dans les années 1805 à 1815. Et ce n'étaient pas des gens qui étaient loyalistes. C'était parce que the North American Land Company, fondée en Angleterre, a décidé d'ouvrir un grand territoire qu'on appelle les cantons de l'Est, les townships. C'était essentiellement un grand forêt. Et il y avait des familles qui ont parti tout de suite de la Nouvelle-Angleterre pour venir dans ce nouveau territoire parce qu'ils cherchaient essentiellement une chose, la prospérité. Comme ça, on voit l'arrivée de la famille Baldwin, la famille Cleveland, la famille Cutting, et plusieurs d'autres. Et essentiellement, ces premières familles ont construit le premier contact avec un petit village sur une rivière très, très importante. Il faut toujours comprendre que c'était avec les rivières qu'on était capable de bâtir les industries. La famille Baldwin, c'est pas pour rien, c'était un Baldwin qui était le premier maire de Quaticook. Et pendant toute une époque, je pense que jusqu'à les années 40, 1940, je veux dire, il y avait une tradition ici à Quaticook très, très intéressante. Il y avait toujours un maire anglophone suivi par un maire francophone suivi par un maire anglophone. Parce que les familles qui sont arrivées, anglophones
ou francophone, écossais ou irlandais, c'était une vie très, très dure. Et on a été obligé de comprendre pour survivre, on était capable de survivre ensemble. Mieux que ceux qui disaient tout de suite au point de départ, ben on n'est pas sûr de nos voisins. Quand il y avait la misère, on était là, une pour l'autre. La famille Cutting, je vais parler avec la famille Cutting. Horace Cutting a été le premier à construire un magasin dans un village. Ce n'était même pas Quaticook dans ce temps-là. C'était un magasin général avec la première bureau de poste dans notre région. Aussi, elle a construit la première hôtel, taverne. C'était dans ce temps-là, le Quaticook House. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les familles anglophones ont été les premiers à établir des commerces. Essentiellement, ils étaient des commerçants dans notre région. Et ces gens-là ont été capables de bâtir un village. Et le village avait essentiellement deux parties. Haut, bas, comme Canada. Haut, bas. Et essentiellement, Drew's Mills est devenu Quaticook. Ça, il faut reculer pas mal longtemps. Mais les familles anglophones, sur une période, je dirais, d'à peu près une centaine d'années, si on voit le pourcentage d'anglophones dans notre région, dans notre ville, Quaticook, avant Confédération, c'était alentour de 60% de toute la population. Et c'était essentiellement des gens qui venaient des États-Unis, Irlande et Écosse. Parce que le grand projet de North American Land Company, c'était de s'assurer que les Américains ne prenaient pas ce territoire. Quand on parle de la mission de la North American Land Company, sa mission était pas mal claire. C'était de s'assurer que ce grand territoire, qu'on appelle les cantons de l'Est, ne sera pas pris par des Américains. Ça fait qu'on pense que le Land Company a décidé d'offrir à des gens qui habitaient en Angleterre, en Écosse et en Irlande une chance de venir dans le Nouveau Monde et d'être capable d'acheter des grandes tracts de territoire pour un prix très, très raisonnable. Si on parle de comment ça pourrait coûter dans notre argent présentement, c'était alentour de 1,36 $ à l'acre. Mais il faut comprendre que à cette époque-là, pour gagner l'équivalent d'$1 canadien aujourd'hui, les gens étaient obligés de travailler des fois jusqu'à une semaine. Et c'est des travaux très, très durs. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on sait que les Américains sont vraiment des entrepreneurs. Les premiers d'arriver, c'était encore des Américains. Et ils ont pris le territoire. Des fois, ils l'achetaient de la North American Land Company. Des fois, ils arrivaient, puis ils mettaient des piquets et ils disaient tout simplement « ça m'appartient ». Squatters. Et dans ce contexte-là, je peux vous dire, pour la famille Cutting, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on avait beaucoup de difficultés à un certain moment dans notre histoire parce que la compagnie a dit, vous avez pris certains quartiers de notre territoire sans avoir payé et vous devrez payer ça tout de suite. Ou on va aller en cours. Éventuellement, ils sont allés en cours et notre famille, on avait dans ce temps-là 1500 acres. Un territoire immense. On a perdu quasiment la moitié. Et c'était la même chose pour plusieurs familles. Il y avait, après cet événement-là, il y avait beaucoup d'anglophones
qui ont tout simplement quitté. Au lieu de payer, ils ont quitté. C'était le commencement d'une migration vers l'Ouest. Et aussitôt qu'il y avait le train de fer, aussitôt qu'on avait la Confédération, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que le pourcentage des anglophones a changé de 60% à 40% dans un espace d'à peu près 20 ans. Aujourd'hui, le pourcentage des anglophones ici à l'entour de Quaticook, c'est à peu près 10% de la population. Et quasiment 38% de cette 10%, c'est des gens qui ont déjà 65 ans en montant. C'est une population vieillissante. Et on pose la question, mais pourquoi ils ont décidé de quitter? La réponse, c'est une qui est vraiment un peu facile à comprendre. C'était une population qui sont venus essentiellement pour une chose. Ils cherchaient la prospérité. Quand ils ont construit des commerces, quand ils ont été capables d'établir l'agriculture comme vraiment quasiment une industrie, et il y avait encore plus de possibilités parce que dans l'Ouest, ils vendaient des sections de 600 acres quasiment pour rien. Avec d'argent dans la main, c'était possible d'acheter des grands tracts de territoire en Manitoba, Saskatchewan, Alberta, et c'était facile de se rendre là-bas. On s'embarquait sur le train. Il y avait 2 trains par jour. Il y avait des gens qui travaillaient à Montréal. Ils s'embarquaient sur le train. Il y avait une barbier. Tu pouvais faire la barbe puis prendre ton café. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de prendre un train? Non. Mais, dans un contexte, qu'est-ce qui s'est produit avec la population anglophone? C'était une population qui était quasiment toujours en migration. Aujourd'hui, quand on voit les contributions de la population anglophone, ici même, dans le château Norton, il y a 3 maisons absolument magnifiques. C'était vraiment des châteaux construits en bois. Et le bois était essentiellement la première grande industrie avant les textiles dans notre région. Pourquoi pas construire avec du bois? Quand vous voyez le travail, quand vous voyez comment les gens à cette époque-là prenaient vraiment du temps pour faire quelque chose avec du beauté, et c'est encore disponible pour nous autres aujourd'hui comme un musée. La famille Norton. Monsieur Norton a fait la fortune avec Monsieur Sleeper. C'était vraiment le créateur de la fameuse Norton Jet. Mais quand même, quand on voit que ce que la famille Norton a été capable de faire comme impact sur notre ville, manufacturier, il y a le Norton Annex, avec le Sherbrooke Hospital, qui était essentiellement le Sherbrooke Hospital à une certaine époque, la résidence Norton sur le campus de Bishop University. Aussi, je pense mettre en évidence l'impact que la ville de Quaticook a eu sur notre région en général. C'est pas tout simplement une petite histoire, c'est une histoire avec beaucoup d'intérêt qu'on poursuit. Il faut comprendre qu'il y avait, dans les années 1800, jusqu'à l'année probablement 1820, 1830, Barnston était le plus grand centre alentour d'ici. Stansted était vraiment la capitale des cantons de l'Est, pas Sherbrooke. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'avec encore des entrepreneurs et le développement des industries textiles, Quaticook a déplacé Barnston, Quaticook a déplacé Stansted, et je crois fermement que si on avait peut-être un peu plus de temps pour développer,
on sera encore plus en évidence, plus en influence, plus grande que Sherbrooke. Et quand on parle de M. Norton, et M. Harry Norton a été un des premiers à établir le fameux musée de beaux-arts à Montréal. M. Frank Sleeper est devenu un des plus grands inventeurs dans l'histoire de l'Amérique du Nord, pas tout simplement ici à Quaticook. Il y avait beaucoup de gens qui sont allés dans les 2 guerres mondiales de Quaticook, anglophones et francophones, qui ont eu un impact ici dans leur carrière militaire. On a été capable de voir ce que les Quaticois, c'est un terme, je pense qu'on pourra dire, on est fiers. Le chemin de fer a transformé le Canada, le Québec et Quaticook. Quand Horace Cutting a construit le premier magasin ici, il y avait une population allant, ça ne touchait pas 1000 personnes. Il y avait juste quelques bâtiments alentour. Mais promenez-nous ensemble dans le centre-ville. C'est pas évident que c'est une petite ville de campagne, hein? On n'est plus là. On est dans une ville dynamique et avec une présence. Et les gens, je crois, on a l'accès à tout ce que vous pouvez demander. Et je commence à parler comme un vendeur de Quaticook, un agent touristique. C'est parce que je pense que si vous êtes fiers de votre ville, on a tous une obligation. C'est de présenter notre ville comme une destination. Et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de parler de l'histoire, de la présence des anglophones. C'est vrai, on a bâti beaucoup. C'est vrai, on épouse une puissance économique dans notre région. Mais quand on voit que la population francophone a été capable de le faire, extraordinaire. Ensemble. Plusieurs familles anglophones comme les Baldwin, les Cutting, les Cleveland ont beaucoup apporté à notre région. La famille Norton en est aussi une belle preuve. Avant d'être un musée, le château Arthur Osmore Norton est l'une des nombreuses résidences des Norton, une famille bourgeoise très aisée de la ville de Quaticook. Arthur Osmore Norton naît en 1845 sur la ferme familiale de Kingscroft. Ses ancêtres arrivent de la Nouvelle-Angleterre lors de la vague d'immigration loyaliste dans les cantons de l'Est au début des années 1800. En 1880, M. Norton achète les droits industriels d'un appareil spécial inventé par Frank Sleeper, utilisé principalement dans l'industrie ferroviaire, le cric. Cet outil constitue une avancée technique puisqu'il intègre à son mécanisme le principe du roulement à billes. L'appareil est efficace, fiable et facile à manipuler. En peu de temps, les crics de Norton, les Norton Jacks, deviennent en demande partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, l'entreprise reçoit d'importants contrats militaires. Une partie de l'entreprise de la rue Cutting est alors convertie en fabrique d'obus. Leader industriel dans les cantons de l'Est, Arthur Osmore Norton est aussi philanthrope et donne d'importantes contributions dans les domaines de la santé, de l'éducation et des arts. Les enfants de M. Norton, Harry et Mary Ellen, sont également des gens très généreux et lèguent la maison en 1942 à l'Église anglicane du Canada qui déménage son pensionnat
pour jeunes filles, le Bishop Mountain Hall à Quaticook. Jusqu'à sa fermeture en 1968, plusieurs jeunes filles anglophones de la région et d'ailleurs en province y vivent. Des pensionnaires du Dixville Home habitent même la maison les années suivantes. Le musée Bone est fondé en 1964, année du centenaire de la ville de Quaticook. Depuis 1975, il porte le nom de Madame Denise Bone, une bénévole dévouée qui a grandement contribué au développement de l'institution. Le musée s'est installé au château Arthur Osmore Norton en 1976 après l'achat de l'édifice par la ville de Quaticook. Spécialisé dans la conservation et la mise en valeur des costumes et des textiles, le musée Bone œuvre également dans le domaine des arts visuels et du patrimoine régional. Doté d'un service éducatif fort dynamique pour la clientèle scolaire, le musée est bien implanté dans sa communauté. L'été, il vous est même possible de prendre le thé sur la magnifique véranda du château Norton. La famille Buckland est arrivée dans la région de Quaticook en 1847. Alors, ma famille s'était établie ici il y a longtemps. Nos racines sont profondes dans la région. Au fur des années, c'est sûr, la famille s'est agrandie et s'est éparpillée partout en Amérique du Nord. Alors, nous sommes les seuls Buckland en région maintenant. C'est pour ça c'est la seule raison, une des raisons pour lesquelles le chemin Buckland s'appelle Buckland et un cimetière Buckland au bout du rang aussi. La communauté anglophone a joué un rôle important dans la région, justement, pour des raisons économiques agricoles, beaucoup de cultivateurs, ainsi que l'industrie aussi, quand on pense à M. Green. À Quaticook a joué un rôle important dans l'économie locale de Quaticook. Ma mère vient d'Irlande, mais elle avait appris son français en France. Mon père était anglophone, il avait appris son français tard en vie, alors il y avait certaines difficultés d'en parler. Ils ont décidé, s'ils voulaient que leurs enfants se sentent confortables chez eux, qu'il fallait parler la langue française. Alors, les impacts sont beaucoup plus que prévus, je pense, du côté de mes parents, que je me sens vraiment chez nous. Quand je descends en ville, je vais au mécano, souvent j'étais à l'école avec eux ou leurs frères et sœurs. Ma mère est enseignante de profession. Alors après que nous étions à l'école, elle a commencé à enseigner l'anglais, langue seconde, à toutes les petites écoles de rang dans la région. Saint-Luc, Dixville, Monseigneur-Durand, Stansted, elle a fait le tour partout. Ma grand-mère, qui est bien sûr née ici aussi, avait décidé d'aller dans l'Ouest canadien avec le train, parce que le train traversait le pays dans le temps. Et le gouvernement donnait du terrain aux gens qui s'établissaient dans l'Ouest. Alors, elle s'est retrouvée à Saskatchewan et elle a rencontré son futur mari, un Écossais qui venait de Inverness, pas très loin d'ici, mais lui aussi s'aventurait dans l'Ouest canadien. Ils se sont établis sur une section de terrain, avaient commencé leur ferme et tout. Mon père est né en Saskatchewan ainsi que ses frères et sœurs. Et une bonne journée, ma grand-mère reçoit une lettre de sa mère qui habitait bien sûr ici, la demandant de revenir à la ferme paternelle pour prendre le relève parce que son père était malade. Les fouilles archéologiques de l'Hôtel Queen. Ça fait déjà 3 ans que la population en entend parler. Mais avant de parler même des fouilles, il y a une belle histoire. On parle de l'histoire, et oui, derrière ces fouilles, ou avant ces fouilles, le premier directeur du musée Bone, Pierre Jean, avait l'habitude de prendre quelques petites pauses de cigarettes et se déplaçait sur le plateau, sur un plateau adjacent au musée, constatant souvent la présence de briques.
De fil en aiguille, il en parle avec Lise Lapointe. Elle le rejoint pour regarder ses briques. Et ils ont une information, pour l'instant, j'ignore comment, que l'Hôtel Queen, il y aura peut-être un hôtel, là, pas un Hôtel Queen, un hôtel. Bon. Tout est transmis à l'historien Carl Bourassa, qui fait un excellent travail de recherche. Et oui, il a les preuves documentaires que sur le terrain sur lequel loge le musée Bond et qui appartient à la ville, l'Hôtel Queen est présent. Les hypothèses du revolver, ce qu'on en sait, c'est un fabricant américain, Smith & Wesson. Mais on est d'accord, il provient des États-Unis, il est ici. Lorsqu'on a un revolver dans un hôtel, c'est pas par décoration, on est d'accord. C'est par instinct de préservation, de se, en fin de compte, défendre. Mais on n'en sait pas plus. On a hâte de voir si la restauration va pouvoir peut-être trouver un numéro de série qui va peut-être nous dire précisément la date. Mais les fouilles ont permis d'en savoir davantage. Elle était une hôtel très riche, c'est-à-dire pour une classe de gens. On a trouvé tout de même en porcelaine ce qu'on appelle des lavabos. On a trouvé des pipes. On a trouvé, encore plus intéressant, les clés de certaines chambres, portes de chambre. Et un objet intéressant, un crucifix. En porcelaine, un crucifix. Ça a un geste même religieux, mais aussi il y a une connotation de protection des lieux. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur la famille Norton, est-ce que ça vous dirait de prendre le thé sur leur véranda? Au prochain épisode, nous vous parlerons d'entreprises qui œuvrent toujours dans le milieu du textile et c'est des entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu malgré un contexte de grande mondialisation.